Salut les bricoleurs! Aujourd'hui nous allons finir la dalle de béton parce qu'elle n'est pas tout à fait finie. Il nous reste un coup de peinture à mettre. On va mettre de la peinture sol comme pour le garage, donc ce qui va permettre d'avoir une finition visuelle plus lisse. Du coup ça va l'imperméabiliser s'il y a des taches par la suite, comme ça va être un atelier. Ça va être plus facile à balayer s'il y a des taches de graisse, d'eau, d'huile, je sais pas. Enfin bref, voilà, ça va terminer. On va peindre toute la partie, enfin les trois quarts de la dalle, parce que là derrière vous il y a des affaires, donc une fois que le côté ici sera peint, on va inverser, on va mettre toutes les affaires du côté fini et de l'autre côté on pourra peindre et elle sera enfin finie. Ensuite on va installer la douche et on va installer le plan de base, parce que il faut savoir que je n'habite pas dans la région. Et quand je viens ici, alors je dois aller pour l'instant, comme la maison n'est pas habitable, je dois aller dans des Airbnb ou autres. Et c'est embêtant, ça coûte cher et c'est pas pratique au niveau des horaires. Donc l'idée c'est de pouvoir venir ici, finir une pièce, installer tout ce qu'il faut, de quoi se laver, de quoi manger, de quoi dormir, de quoi travailler aussi un petit peu sur les vidéos ou autres. Donc voilà ce qu'on va faire aujourd'hui. On va finir tout ça et on va installer le plan de base. Allez, c'est parti! On a fini la peinture du sol, on l'a laissé sécher toute la nuit. Là du coup on va continuer le plan de base, on va installer une douche. Donc j'ai acheté une cabine de douche chez Brico Dépôt, une premier prix, ce qui va nous permettre de se doucher sur le chantier, parce que les salles de bain ne sont pas encore faites. Donc on va installer ça, on va l'installer là-bas, parce que là-bas j'ai une évacuation. L'idée c'est d'installer le plan de base au sous-sol, comme on n'aura pas besoin, on n'aura plus besoin de faire des travaux dans cet espace. On l'occupe et on garde l'espace en haut libre. Donc voilà, on va installer la douche, on va installer le lavabo, on va installer de quoi se laver, de quoi manger ici aussi. Et puis voilà, c'est parti. Petit problème de batterie, c'est pas grave, on continue.
Voilà, c'est important de prendre le temps de ranger son chantier, de tout préparer pour que quand on est dans l'action, on ne cherche pas 36 000 fois ses affaires. Il y a quelqu'un qui m'a dit un jour, il se reconnaîtra peut-être s'il regarde la vidéo, la préparation prime l'action. Voici donc notre camp de base avec la salle de bain grand luxe, l'atelier tout rangé avec les étagères, et ensuite on passe au bureau, on l'a isolé, plaqué, on a mis un petit chauffage, un lit pour se reposer, l'ordinateur pour y travailler, mais on a aussi la PlayStation pour se détendre. Maintenant qu'à la maison tout est en place pour bien travailler, on va se lancer dans un nouveau projet que j'attendais avec impatience. On va lancer la passerelle. Je suis conscient que ça ne va pas intéresser tout le monde, mais je vais vous montrer le projet dans sa globalité, de la conception à la fabrication et jusqu'à la pose. Donc là, ce qu'on va faire, on va lancer la conception. On se retrouve directement sur mon ordinateur. Ok, c'est parti pour le projet de la passerelle. Alors, je vais vous montrer un petit peu le cheminement de l'étude pour le choix des aciers. Alors, vous pouvez aller sur le site métal-à-la-découpe.com. Ils ont un système de calcul de charge qui est pas mal foutu. Alors, vous cliquez dessus et vous arrivez là-dessus. Donc, en fait, nous, on sera sur une poutre entre deux appuis. On peut avoir un porte-à-faux si on n'a que un appui quelque part, et on verra la flexion ici de la poutre, sauf que nous, hop, on est entre deux appuis. Ensuite, le type. Donc il y a différents types de profils. On a des profils en I, on a, alors souvent on appelle ça des ferries, par abus de langage, mais c'est de l'IPE, de l'IPN. Ça c'est les profils en I qu'on utilise par exemple si on veut faire une ouverture dans un mur. Après il y a d'autres possibilités avec ce profil, mais c'est le plus utilisé, c'est pour faire ça. Nous on va partir sur des profils en U. Donc on a de l'UPN, anciennement UAP, maintenant ça s'appelle UPE. Et la différence, on va la voir ici. La différence, elle est là. Ici, on a de l'UPN. Donc, on voit qu'on a des congés, comme ça, on a des bords biseautés ici. Paf. Et on a l'UPE qui est ici. L'avantage, c'est qu'il a des bords droits. Donc, pour l'assemblage, quand on va devoir venir fixer un garde-corps sur le dessus, on va pouvoir percer à travers tout et on va avoir une surface plane pour la fixation, pour mettre en place les écrous. Ici, si on voulait mettre des écrous, on devrait le caler. On le voit par exemple ici. Regardez. Sur l'UPN, on est obligé de remettre une cale pour pouvoir fixer notre boulon de manière optimale. Et donc voilà. Donc nous, on va partir sur de l'UPE pour avoir une surface bien droite. Donc on revient dans notre système de calcul. Donc on va partir sur deux. Donc, comme je disais, UPN, on est sur des bords biaisés. UAP, on est sur des bords droits. Maintenant, on n'appelle plus ça UAP, on appelle de l'UPE. Disons que c'est la même chose, quasiment. Ensuite, la taille. Donc, il faut savoir que l'UAP n'a pas exactement la même taille que l'UPE. On peut trouver des équivalences. Sinon, on part sur l'UPN pour avoir les tailles exactes. Donc, le mieux, c'est à ce moment-là de voir peu près ce qu'on a besoin et en même temps d'aller soit sur notre site, donc par exemple Métal à la découpe, mais moi avec le travail, avec mon boulot, j'ai accès à la gamme chez Proliant et eux ils fournissent des longueurs, ils ont un stock énorme pas loin de la maison, donc je peux aller directement me fournir chez eux. Donc là ici en ligne je vois leur stock, ici en ligne je vois leur stock et je vois tout ce qu'ils proposent. Donc on part sur quelque chose, j'ai envie de dire, un peu au pif. On va partir par exemple sur l'UPE en 120. Donc ici, si je prends de l'UAP en 120, il n'y a pas. On va partir sur l'UPN en 120. Disons que c'est à peu près la même chose. Et là, en fait, comme c'est pré-rempli, on peut partir sur le principe que les mesures, les caractéristiques sont bonnes. Maintenant, pour vérifier, on va sur le site de notre fabricant en cliquant sur le modèle d'acier et on a ici toutes les caractéristiques qu'on peut rentrer du coup ici. J'ai comparé, elles sont plutôt bonnes. Après, on n'est pas au millimètre près. Je vais pas choisir un fer avec des caractéristiques proches de la casse. On va prendre de la marge. Et du coup, on n'a pas besoin d'être au millimètre près ici.
les mesures qui sont pré-remplies sont plutôt bonnes. Donc on est sur de l'acier, donc on peut même le faire avec du bois, mais là on va être sur de l'acier. Et ici l'important c'est les charges. Donc on va partir du principe qu'on aura une charge isolée, parce qu'une personne présente sur une passerelle, c'est une charge isolée. Elle a son propre poids à un endroit donné. On n'est pas sur une charge répartie qui va être, imaginons vous faites 100 kg, on va pas avoir 100 kg répartis sur les 3,20 m de la longueur totale du profil. Voilà. D'ailleurs en parlant de ça, ici je vais le mettre là, hop, 3200 mm, c'est la longueur de notre profil. Donc on a une charge isolée. La charge elle s'exprime en kilos ou en décanewtons. Il faut savoir qu'un décanewton égale à peu près 1 kg. Donc on va prendre de la marge, une personne de 100 kg, on va partir du principe que on peut être amené à être plusieurs sur la passerelle. On va pas se limiter en disant ah mince, tu es tout seul, il y a grand-mère qui arrive, ah mamie, viens pas sur la passerelle, je l'ai pas calculé pour toi. Donc on va partir sur du principe de 300 kg. Ça fait 3 bonnes personnes. Et la distance par rapport à l'origine, on va faire diviser par 2. Donc on va se mettre à 1600 mm. Donc on va partir du principe qu'on a 300 kg en plein milieu de notre profil. Et du coup, on va dire que la charge est dynamique. Elle est amenée à bouger. Donc, la différence entre une charge statique et une charge dynamique, c'est que la charge statique, elle reste au même endroit. Donc on a entre guillemets une petite flexion, mais on n'a pas d'à-coup. Une charge dynamique, ça peut amener à bouger, donc justement ça peut produire un peu plus de flexion. La charge 2, on n'en a pas besoin, parce que là on est déjà sur une charge supérieure sur les 300 kg. Et donc voilà, donc on a la longueur de notre profil, la hauteur c'est bien du 120, les caractéristiques on les laisse avec ce qui a été pré-rempli, tac, ça c'est bon, et notre charge de 300 kg en plein milieu de notre profil sur une charge dynamique. Et ensuite, on calcule. Là, il va nous sortir toutes les caractéristiques. Donc on reprend la longueur du profil, tout ce qu'il faut. Donc il applique un coefficient de sécurité, donc ça, tout est normé. Hein. On voit le poids de la poutre qui va faire 42,88 kg. Il reprend le poids, mais ce qui est le plus important, c'est ce qui se passe ici, la conclusion. En fait, on voit que la contrainte de la poutre dans la poutre sera autant. La contrainte maximum, elle est de 5,04 décanewtons par millimètre carré. Donc on voit que là, notre effort est supérieur à ce que la poutre, à ce que l'acier peut supporter. Donc on voit la flèche, on aura 3 mm de flèche, et normalement la flèche admissible est de 10. Donc en se basant juste là-dessus, on pourrait dire c'est bon, mais on n'est pas dans les normes. Donc lui il nous dit le profil ne convient pas pour cette application. Alors attention, il y a une nuance, c'est que nous, notre passerelle, il y aura 2 poutres sur la passerelle, donc le poids sera divisé par 2. Donc disons que normalement, comme on est à la limite, c'est pas grand chose, hein, sur le 31 décanewtons par millimètre carré, là on est à 5,04, on pourrait partir du principe que, vu qu'on est qu'on va mettre 2 poutres, notre poids de 300 kg, on peut le diviser par 2. Hop, et à ce moment-là, si on divise le poids par 2, le profil devient compatible. Donc on voit qu'on n'est plus qu'à 3,34 décanewtons par millimètre carré. Et donc la contrainte maximum admissible reste la même par profil. Et on voit que notre flèche du coup a diminué aussi quasiment de moitié, parce qu'on a divisé par 2. Donc techniquement, on pourrait partir du principe que un UPE de 120 pour notre projet est largement compatible avec ce que nous voulons faire. Sachant que, donc du coup, là on pourra largement soutenir 300 kg. Si je pars du principe qu'en moyenne une personne fait 100 kg, enfin, j'entends déjà les gens qui vont dire que des personnes comme moi font plus, et si je pars du principe que moi je suis la moyenne, bon, disons que c'est 100 kg, sachant que les personnes font un peu moins, on peut imaginer là, largement mettre 3 personnes de 100 kg sur la passerelle
et on est largement dans les clous. Sachant que la passerelle ne sera pas hyper longue, ce sera pas non plus une tribune où les gens seront en statique dessus. En fait, ce sera juste un couloir, disons. Donc on n'aura jamais autant de personnes en même temps dessus. Donc on peut partir du principe que c'est bon. On peut essayer d'aller jusqu'à la limite. Par exemple, on va mettre, je sais pas moi, 180 kg. Il est encore compatible. On est bon là. Hop. Si on avance à 200... Allez, on va mettre 230. Regardez, on approche de la limite à 230 kg. Il faut savoir que 230 kg, on peut le multiplier par 2 parce que on aura 2 poutres. Donc 460 kg. Donc notre passerelle pourra soutenir 460 kg. Donc quasiment 5 personnes. Et encore, quand on approchera de la limite, la passerelle va pas se casser en deux. C'est simplement que sa déformation sera trop importante par rapport à la déformation calculée, prévue d'origine sur ce profil. Donc simplement qu'elle atteindra une déformation trop limite, mais c'est pas pour ça qu'elle cassera. On aura encore de la marge. Donc c'est largement supérieur. Après, comme le dit Lolo, faut pas tirer sur la cam, mais ça sert à rien aussi de surdimensionner tout. Sinon, si on veut le surdimensionner, on passe en UPN ou en UPE, du coup pour notre cas, de 140. Et là, voilà. Hop. On recule encore plus la zone de sécurité. Je trouve que c'est pas nécessaire. Et plus c'est épais, au moins ce sera esthétique aussi. Ça sert à rien de faire des choses hyper surdimensionnées. Sachant qu'à la base, sur mes calculs, j'étais parti sur un UPE de 100. Là donc sur mon fournisseur, chez mon fournisseur, entre un UPE de 100, bon, ma connexion internet elle est un peu lente, entre un UPE de 100 et un UPE de 120, je n'ai que 26 € d'écart. Donc comme on était un poil limite sur le 100, on passe sur le 120, on a 26 € d'écart pour les deux poutres de 3200 mm. Donc on va pas prendre de risque, on va prendre le 120 et on sera bon. Maintenant du coup, une fois que le profil est choisi, on va passer sur notre logiciel de modélisation. Hop. Donc là j'ai modélisé la maison sur SolidWorks, donc très sommairement, hein, mais on a la maison, on a la terrasse ici, là on a l'escalier, voilà. Donc j'ai pas besoin de le modéliser, et là on a la porte-fenêtre. Donc ce qui est important dans ces mesures, c'est la largeur du seuil de porte et la hauteur, donc si on se met, hop, voilà, et la hauteur du seuil de la porte par rapport à la hauteur finie de la terrasse, là où va atterrir la passerelle. Donc c'est ces deux mesures qui sont très importantes, la largeur ici, la hauteur entre les deux, et bien évidemment la longueur ici. Si on se met sur la vue de dessus, ce sera la longueur ici entre la porte et notre terrasse. Voilà. Après le reste, la hauteur de la porte par rapport au sol, bon, ça ne sert pas à grand chose de le savoir, en tout cas pour ce projet. Et voilà, donc là du coup on va pouvoir modéliser la passerelle. Et une fois qu'elle sera modélisée, qu'elle rentrera bien dans son environnement, on pourra identifier chaque pièce, désassembler l'ensemble pour pouvoir l'envoyer en fabrication. Allez, c'est parti.
voilà la passerelle terminée. Donc j'ai ajouté les poteaux des garde-corps pour voir un petit peu ce que ça donne, mais c'est surtout aussi pour prévoir les trous de fixation. Parce que une fois que je l'aurai peint, on voit les trous là en dessous. Une fois que je l'aurai peint, si je fais des trous par la suite, ça va abîmer et enlever la peinture et ça créera des points de rouille. Donc je préfère faire les trous de fixation maintenant, même si les poteaux du garde-corps, je ne les ferai pas de suite. Donc, sur le coup, ça va être un petit peu dangereux parce qu'il n'y aura pas de protection, mais voilà, on est en mode chantier. Ça va nous permettre de passer le placo facilement à l'étage. Et les garde-corps, on fera les designs un peu plus tard, bien évidemment, avant que les enfants arrivent. Et voilà. Et ce que j'ai fait également, c'est que j'ai préféré ajouter un renfort central, parce que c'est vrai que j'y avais pas pensé pendant la conception, mais il y a quand même 1 mètre de déport quasiment, et j'ai préféré mettre un renfort central. Donc voilà ce que ça donne, pareil, tout en kit, hein. Donc j'ai réutilisé des petites équerres qu'on avait utilisées pour là-bas, et donc du coup j'ai rehaussé l'ensemble, comme ça on aura vraiment un soutien. On pourra sauter à 5 dessus, elle ne bougera jamais. Voilà ce que j'ai ajouté. Et maintenant, ce qu'on va faire ensemble, c'est pour la pose du bois ici, on a un écart un peu bâtard. J'ai pas réussi à le prendre. Alors attendez, hop, ce qu'on va faire, c'est que lui on va l'enlever. On a un écart un peu bâtard parce que je voulais des lames complètes. Vous voyez, on démarre avec une lame, on finit avec une lame, je voulais pas la couper. Et pour ne pas allonger la passerelle, j'ai fait des écarts un peu plus importants que d'habitude, ce qui va permettre aussi de drainer l'eau. Donc hop, ici on a un écart de 8,4 mm partout du coup. J'ai fait le même écart partout, on le voit là. Et pour respecter cet écart, comme il n'y a aucune cale de 8,4 mm qui existe, on va créer une pièce en impression 3D. Et je pensais faire une pièce qui va nous permettre de garder le bon écart et de percer en même temps les planches au bon endroit. On va réaliser ça maintenant. Et en parlant de drainer l'eau, je l'ai pas dit tout à l'heure pendant la conception parce que c'était en timelapse, mais j'ai donné un angle de 3. Alors, normalement, quand on fait une terrasse, on donne un angle de 1%. Donc là, j'ai 3 mètres, donc ça fait 3 cm. Donc j'ai baissé la passerelle, on le voit un petit peu là, par rapport au sol. On voit que la passerelle, elle est légèrement biais, donc on l'a rabaissé ici. Comme ça, s'il pleut, l'eau elle aura tendance à s'écouler vers la terrasse et non à l'intérieur de la maison. Et en plus, le fait d'avoir des écarts assez importants, ça va encore moins garder l'eau. Du coup, voilà. Alors, pour la pièce en impression 3D, donc on a 8,4. Donc, hop, on va créer une nouvelle pièce. Disons que c'est bon. Alors on va se mettre sur la vue de dessus. Et maintenant, en fait, on voit qu'on a notre cale qui va nous permettre, là on voit qu'elle correspond au trou, qui va nous permettre d'avoir notre écartement et de faire nos trous. Donc le côté gauche, on va pouvoir le mettre en appui contre la... On va venir en appui là, contre ce profil. Hop, on aura notre côté gauche. Et après, on pourra la glisser de notre côté droit. Bon, évidemment, je vais en imprimer 2. Comme ça, on pourra... Hop, voilà. Comme ça, on pourra bien la caler. Maintenant qu'on a notre pièce qui fonctionne. Et il y a une chose qu'on va rajouter, que j'ai oublié. C'est un trou supplémentaire parce qu'il y aura certaines planches sur lesquelles nous aurons besoin de faire un trou au centre. Parce que ces planches-ci, le trou tombe dans la barre de renfort. Parce que la barre de renfort, forcément, je les ai... hop. Barre de renfort, je les ai disposées à longueur égale, là, là. Et on tombe ici à l'intérieur. Donc sur ces planches-là, on fera
un trou central à la place des 2 trous au niveau des extrémités. Hop, là, ici, et sur celle-ci aussi. Donc il y aura 8 planches sur lesquelles on aura un trou central. Le fait d'avoir 2 trous, ça évite normalement que les planches puissent gondoler. Là on va faire un trou central, on verra bien, mais ça devrait aller, c'est du beau exotique. On verra bien. Donc j'ai intégré directement dans notre cale les trous centraux. Comme ça quand on sera. Quand on sera à ces niveaux-là, on pourra simplement prévoir un trou central. Voilà. Allez, on passe à l'impression. L'imprimante a tourné toute la nuit, on va vérifier le résultat. Regardez ça, nickel. Bon, du coup, prochaine étape, la fabrication. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner.